Je m'appelle Geneviève Dumas. J'ai 70 ans et à cet âge-là, on croit avoir déjà traversé les tempêtes. On se trompe. Certaines blessures surgissent quand on ne s'y attend plus, comme une lame rouillée dans un tissu trop usé. C'était un samedi soir de printemps, à Bordeaux, dans la maison bourgeoise de mon fils Édouard, rue Judaïque. Une bâtisse de pierre blonde, massive et fière, héritée de la belle époque et que j'ai contribué à restaurer, bien qu'aucun mur ne porte mon nom. Je connaissais chaque moulure du plafond, chaque craquelure du parquet ancien, et pourtant, ce soir-là, ce lieu m'a paru aussi froid qu'une salle d'exposition. Camille, ma belle-fille, y régnait en reine. Une femme élégante, toujours impeccable, le genre de femme qu'on photographie pour les pages mondaines du Sud-Ouest. Elle avait fait de cette maison sa vitrine et de chaque dîner une représentation. Il y avait là quelques amis architectes d'Édouard, des notables, 2 conseillers municipaux et la famille proche. Ma petite fille Élise, discrète, regardait son assiette. Mon fils semblait absorbé par des conversations creuses sur des projets immobiliers qui ne tenaient debout que grâce à des capitaux invisibles. Les miens. Je restais en bout de table, la place des vieux. J'observais, silencieuse, le balai des assiettes, le cliquetis des couverts, les éclats de rire qui n'avaient rien de sincère. Mon âge m'a appris à lire entre les plis d'un sourire. Camille riait plus fort que tout le monde, peut-être pour mieux masquer ses mépris feutrés. Et puis, tout est arrivé d'un coup. Je tendais la main vers un plat de canard aux figues et, sans crier gare, Camille s'est levée, m'a foudroyé du regard et a giflé ma joue droite, la paume sèche et précise comme une sentence. Le silence s'est abattu aussitôt. La prochaine fois, demandez avant de vous servir, Geneviève. Ces mots claquèrent plus fort que la gifle elle-même. Le cuir de sa voix sentait la haine contenue. J'ai cherché les yeux de mon fils. Édouard. Mon fils. Son regard s'est détourné. Il n'a pas bougé. Le monde aurait pu s'écrouler que je n'en aurais pas été plus sonné. La brûlure sur ma joue n'était rien comparée à celle, profonde et irrévocable, qui venait de me traverser le cœur. Je n'ai pas pleuré. Pas un mot. Je me suis levée, en silence, la tête haute, même si mes jambes tremblaient. J'ai attrapé mon sac en cuir, celui que j'avais acheté il y a 30 ans, à une époque où je croyais encore que tout s'achetait avec du dévouement. Dans l'entrée, je me suis arrêtée une dernière fois. Personne n'était venu me retenir. Je suis sortie dans la fraîcheur du soir. L'air sentait la vigne encore humide, ce parfum que j'associais autrefois à la liberté. Mes pas résonnaient sur les pavés du quartier comme un écho sourd de solitude. Mais sous mon silence se cachait un autre feu. Ils ignoraient, ces imbéciles si bien coiffés, que leur confort, leurs murs, leurs chaises rénovées en salle de réception, tout cela, c'était moi. C'était mes sacrifices, mes investissements silencieux, les parts invisibles que je détenais dans les sociétés, les propriétés qui finançaient jusqu'aux nappes en lin qu'ils souillaient de leur suffisance. Camille avait giflé bien plus qu'une vieille femme. Elle avait giflé celle qui, sans bruit, les tenait à flot depuis tant d'années. Alors, en marchant vers chez moi, au bord de la Garonne où les réverbères faisaient vaciller leur lumière dans l'eau noire, j'ai pris ma décision. Le lendemain, je passerai un coup de fil à Maître Lemoine. Mon avocat depuis 30 ans, un ami discret mais implacable. Il était temps que les cartes soient rebattues et que chacun sache enfin où se trouve la vraie puissance. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Ce genre de sommeil haché où chaque souvenir du dîner refait surface en éclats violents, au moindre battement d'insomnie. La gifle, le regard d'Édouard, le silence pesant de la table. Je me suis réveillée avant l'aube, les paupières lourdes mais le cœur déjà en éveil, battant d'un rythme ancien, celui de la revanche. Dans la pénombre de mon appartement, un 3 pièces cossu sur les quais de la Garonne, je me suis levée pour ouvrir les volets. Le ciel bordelais s'était teinté de violet et d'ocre. Je regardais les toits de tuiles brunes et les cheminées, ces témoins muets de mes propres ascensions.
C'est dans cet appartement que j'avais bâti, pierre après pierre, la femme que je suis devenue. Une veuve, une mère, mais surtout une bâtisseuse. Mon mari, Bernard, était mort jeune. Un accident de chantier, ironie tragique pour un ouvrier du bâtiment. Il n'a laissé derrière lui que son corps brisé et une pension ridicule. J'avais 37 ans, un fils adolescent et aucun diplôme. J'aurais pu m'effondrer. Mais à Bordeaux, les femmes du peuple ne s'effondrent pas, elles s'endurcissent. J'ai commencé par revendre quelques terres que mon père m'avait laissées, en Dordogne, des hectares de vignes, en friche que personne ne voulait plus cultiver. Avec cet argent, j'ai acheté un immeuble délabré près du jardin public, un quartier qui, à l'époque, semblait promis à la décrépitude. Tout le monde me prenait pour une folle. Mais moi, j'avais l'œil. J'ai fait rénover, pierre par pierre, j'ai loué, j'ai vendu, et ainsi de suite. Je suis devenue investisseuse avant même que ce mot ne soit à la mode. Discrète mais redoutable. Pas besoin de costume-cravate pour manier les chiffres. Au fil des années, j'ai constitué un patrimoine discret. Société civile immobilière, parts dans des hôtels particuliers, même quelques vignobles dans le Médoc achetés sous des noms d'associés fictifs. Une stratégie que m'avait soufflé Maître Lemoine. Protéger mon fils du fisc, disais-je à l'époque. En vérité, je voulais qu'Édouard ait une vie facile, sans savoir d'où provenait cette aisance. Je l'ai fait par amour. Par naïveté, peut-être. Mais le destin a une manière cruelle de vous rappeler que l'invisibilité est une faiblesse. Camille n'a jamais su. Édouard, lui, a toujours préféré ne pas savoir, pour ne pas se salir les mains, pour préserver l'illusion d'avoir réussi seul. J'ai pris mon téléphone à cette heure, tapante. La voix grave de Maître Lemoine a répondu presque aussitôt. « Geneviève, à une heure pareille. » « Il est temps, Charles. Je veux tout reprendre. » Il y eut un silence de l'autre côté. Il savait que ce jour viendrait. Nous en avions parlé, comme d'un jeu de société auquel je ne voulais jamais vraiment jouer. Très bien. Il nous faudra 2 semaines pour enclencher les retraits et les révocations. Mais tu es sûr de toi ? Elle m'a giflé, Charles, devant tout le monde, et mon fils n'a rien fait. Il n'a pas posé d'autres questions. Je suis restée là, le combiné encore chaud dans la main, en regardant la lumière naissante inonder la ville. Bordeaux avait cette beauté mélancolique des villes de pierre et d'eau. Mais ce matin-là, elle me semblait dure, comme si chaque façade haussait les épaules face à ma douleur. Je savais que ma décision allait déclencher une avalanche. Quand on retire la pierre qui soutient un édifice, il ne reste plus qu'à attendre qu'il s'écroule. Je n'éprouvais ni joie ni triomphe. Juste une froide nécessité. Pour la première fois de ma vie, j'allais reprendre ce qui m'appartenait. Et je savais que cela ne se ferait pas sans bruit. Les jours suivants, je me suis appliquée à faire comme si de rien n'était. Je buvais mon café matinal à la terrasse du café Lavinal, place du Parlement, où les pavés résonnent sous les pas précipités des employés de bureau. Les habitués me saluaient avec respect. Ils voyaient en moi la vieille dame élégante, discrète, qui lisait Sud-Ouest en froissant à peine les pages. Mais sous mes apparences tranquilles, je comptais les heures. Je passais aussi beaucoup de temps dans mon bureau, une pièce étroite tapissée de livres et de dossiers que j'avais soigneusement classés au fil des décennies. Des actes notariés, des contrats de location, des parts d'associés dissimulées derrière des sociétés écrans. Toute une architecture invisible bâtie à la force de ma volonté. Chaque document portait la trace de mon obstination silencieuse. Un matin, alors que je compulsais de vieux registres, mon regard s'est arrêté sur une photo encadrée. Bernard et moi, jeunes, à Arcachon. Lui, en marinière, les cheveux au vent, moi en robe légère. Nous riions, éblouis par le soleil. C'était l'époque où l'on croyait encore que l'amour suffisait. La mort de Bernard avait tout brisé, mais pas moi, jamais moi. Cette même après-midi, Maître Lemoine est venu me voir chez moi. Il portait ce costume gris à rayures discrètes qu'il affectionnait,
et ses lunettes cerclées de métal qui le faisaient ressembler à un professeur sévère. Il a posé sa serviette sur la table et l'a ouverte avec la solennité d'un prêtre avant la messe. « J'ai tout préparé, Geneviève. Voici les révocations de mandat, les retraits de parts et les transferts de propriété. Une fois signés, Édouard et Camille seront convoqués pour être informés officiellement. Et crois-moi, ils ne s'y attendent pas. » Je caressais du bout des doigts les papiers, comme s'ils contenaient le pouvoir d'effacer l'humiliation. « Fais-le partir, Charles, qu'il sache ce que coûte une gifle. » Il m'a regardé avec cette compassion discrète que seuls les vieux amis savent offrir. « Tu sais que cela va provoquer une onde de choc, n'est-ce pas ? Bordeaux n'est pas si grande. Tout se saura vite. Que cela se sache, j'ai été invisible trop longtemps. » Il a souri légèrement, puis a sorti son stylo Montblanc. Je signais chaque page sans trembler. Le lendemain, la machine juridique était lancée. Un huissier devait remettre en main propre la convocation à Édouard et Camille. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer leur visage en découvrant l'ampleur de la manœuvre. Mais ce fut une autre surprise qui arriva avant. Le surlendemain matin, alors que je versais du thé dans ma tasse fêlée, la seule chose que j'avais toujours refusé de remplacer, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, c'était Élise, ma petite fille. 19 ans, les cheveux châtains en bataille, le regard inquiet. « Mamie, je peux entrer ?» Son regard trahissait une nervosité que je n'avais jamais vue chez elle. « Bien sûr, viens. » Elle s'est installée maladroitement dans le fauteuil en velours prune. Un silence lourd a plané avant qu'elle n'ose. Je sais ce qui s'est passé samedi soir. Papa n'aurait jamais dû laisser Camille faire ça. Je l'observais, troublée par sa présence et sa franchise. Je n'ai pas besoin de leur compassion, Élise. Ils ont choisi leur camp. Elle a secoué la tête. Mais pas moi, je les ai vus après ton départ. Ils riaient. Camille disait que tu étais enfin à ta place, dehors. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Tu n'es pas seule, mamie. Ces mots, je les attendais depuis longtemps, sans l'avouer. Une main tendue dans cette solitude que je croyais définitive. Elle a sorti son téléphone. J'ai filmé. Je voulais te le montrer. Je l'ai regardée, interdite, tandis qu'elle lançait la vidéo. On y voyait Camille, debout, un verre à la main. Elle n'a eu que ce qu'elle mérite, vieille peau. Si elle crève demain, ce sera un soulagement. Les rires, la vulgarité, le mépris. Je refermai les yeux, écœurée mais déterminée. Merci Élise. Tu ne sais pas encore à quel point cette vidéo va nous servir, car soudain je compris que ma vengeance ne serait pas qu'une affaire privée. Il était temps que Bordeaux découvre la vraie nature de ces aristocrates de pacotille. Je regardais encore la vidéo qu'Élise m'avait montrée, seule dans mon salon à la lumière déclinante de la fin d'après-midi. Chaque mot prononcé par Camille résonnait en moi comme un coup de poing. Vieille peau. Un soulagement si je mourais. La haine qu'elle crachait sans retenue après mon départ révélait bien plus que du mépris. C'était une sentence, une tentative d'effacement. Mais on ne raye pas d'un trait de mépris une vie entière de sacrifices et de réussite. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je me suis levée et ouvert les volets, puis je suis restée là, debout, à observer les lumières de Bordeaux s'éteindre peu à peu, comme les étoiles mourantes dans un ciel trop lourd. Il y a quelque chose de terriblement mélancolique dans le silence d'une ville endormie, surtout quand on y a tout donné et qu'on en revient méprisé. Je repensais à Bernard, à son regard tendre, à ses mains calleuses de maçon. Il aurait su quoi faire. Il aurait su quoi dire. Mais il était parti, me laissant seul face à la responsabilité de faire grandir notre fils, de préserver notre avenir. J'avais mis des années à comprendre les rouages du patrimoine, à fréquenter les notaires, les banquiers, les courtiers. Ma réputation s'était construite dans l'ombre, une femme discrète mais avisée, qui savait où placer son argent et comment faire fructifier chaque centime. Jamais sous mon nom direct, toujours des sociétés civiles, des montages habiles, les conseils aiguisés de Maître Lemoine. Personne n'aurait deviné que derrière le succès apparent d'Édouard, il y avait mes parts,
mes décisions, mes signatures cachées. Je me suis surprise à sourire, amère. Sans moi, ni lui, ni Camille, ils n'auraient pu se pavaner dans leur demeure cossue, ni organiser ces dîners où je n'étais plus qu'un accessoire gênant. Le lendemain, en fin de matinée, mon téléphone a vibré. C'était Maître Lemoine. Ils ont reçu les actes ce matin. Je viens d'avoir leur avocat au téléphone. Ils sont abasourdis. Apparemment, ils n'avaient aucune idée de l'étendue de ton contrôle. Je le sais, Charles. Je voulais qu'ils le découvrent ainsi. Il soupira. Ils vont vouloir te rencontrer. Ils vont supplier ou menacer qu'ils viennent, mais pas chez moi. Je raccrochai et, dans la foulée, j'envoyai un message à Élise. Viens me voir cet après-midi. Nous avons des choses délicates à préparer. Elle arriva en début d'après-midi, avec la même détermination dans le regard que l'autre jour. Je veux que cette vidéo sorte, mamie, que tout le monde sache qui elle est. Je la regardais, hésitante. J'avais grandi avec l'idée que les choses se réglaient discrètement, mais quelque chose en moi s'était brisé samedi soir. Le respect que je devais à leur nom, leur image, tout cela n'avait plus d'importance. Fais-le. Publie-la. Mais pas comme une adolescente en colère. Proprement. Contacte ce journaliste de Sud-Ouest que tu m'avais évoqué. Celui qui couvre les familles notables. Elle hocha la tête, ravie. Je le connais un peu. Il a été dans ma promo. Il ne lâchera pas l'affaire. Nous avons ensuite passé l'après-midi à revoir mes dossiers, mes parts, les investissements. Élise voulait comprendre, connaître l'ampleur de ce que j'avais bâti. Elle notait, posait des questions, calculait. Tout ça. Et tu es restée silencieuse toutes ces années ? Je haussai les épaules. Le silence était ma seule arme, mais il m'a rendue invisible. Je ne referai plus cette erreur. Le soir venu, Élise me quitta, son téléphone chargé de la vidéo et de promesses. Je restai seule, mais plus légère. Une complicité nouvelle était née, un relais que je n'avais jamais espéré. Avant de me coucher, j'ai pris un carnet, celui où je n'avais rien écrit depuis la mort de Bernard, et j'ai tracé ces mots. Il est temps qu'ils sachent à qui ils doivent tout. Puis je me suis endormie, le cœur lourd mais impatient, car je savais que dès demain, Bordeaux ne parlerait que de cela. Le lendemain matin, avant même que je n'aie eu le temps de finir mon café, mon téléphone n'a cessé de vibrer. Des messages, des appels. Ma boîte vocale était saturée. Je n'avais pas besoin de vérifier. Je savais que la vidéo avait fait son œuvre. Élise avait tenu promesse. Elle l'avait envoyée à ce journaliste de Sud-Ouest, celui qu'elle connaissait par l'université. Il n'avait pas attendu longtemps pour s'emparer de l'affaire. Une dame respectée de Bordeaux, humiliée par sa belle-fille issue de la bourgeoisie locale, disait le titre. Mais le plus dévastateur était la vidéo elle-même. Camille, le visage déformé par le mépris, son verre de vin à la main, qui prononçait ces mots assassins. Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Le nom d'Édouard, architecte réputé, fut rapidement associé à cette mascarade familiale. Le scandale dépassait l'intime, il devenait public. Dans une ville comme Bordeaux, au cercle si étroit, où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, la rumeur est une traînée de poudre. Je n'ai pas décroché. Ni les appels d'Édouard, ni ceux, plus agressifs, de Camille. Je les imaginais, découvrant leur monde qui vacillait, leurs amis qui se taisaient, leurs clients qui se décommandaient. Il était à peine 11 heures quand Maître Lemoine m'appela. « Geneviève, il faut qu'on parle. Édouard vient de me contacter par l'intermédiaire de son avocat. Il demande une rencontre immédiate. En privé, chez moi. » Je pris une profonde inspiration. « Très bien, organisez cela, et dites-leur que je ne viendrai pas seule. »« Tu penses à Élise ? » ?»« Oui, elle doit être témoin. Et surtout, elle doit comprendre comment on mène une guerre quand on est une femme seule face aux puissants. » L'après-midi même, je retrouvai Élise devant le cabinet feutré de Maître Lemoine, rue Esprit-des-Lois, à 2 pas de la place de la Bourse.
Elle était nerveuse mais déterminée. Nous montâmes l'escalier de pierre usé, et derrière la porte capitonnée, la tension était déjà palpable. Édouard était là. Mon fils, le visage fermé, cerné, il avait vieilli en 1 semaine. Camille, à ses côtés, dissimulait mal sa rage sous une fausse politesse. « Maman, lâcha Édouard sans me regarder vraiment, tu es allée trop loin. » J'ai gardé le silence quelques secondes, laissant peser cette attente. Puis je me suis approchée et je lui ai répondu d'une voix calme mais ferme. « Je suis allée là où t'as lâcheté ma conduite, Édouard. Là où ton silence m'a poussée. Je ne suis allée nulle part où je n'avais pas ma place. » Camille éclata. « Tu nous détruis, Geneviève. Toute cette mise en scène, tu es satisfaite maintenant ?» Maître Lemoine, imperturbable, intervint. « Madame Dumas ne fait que reprendre ce qui lui appartient. Tous les actes sont en règle. Vous êtes ici parce qu'elle vous accorde encore la décence d'une explication. » Édouard semblait prêt à exploser, mais il me fixa enfin droit dans les yeux. « Pourquoi, maman? Pourquoi tout détruire ?» Je sentis ma gorge se serrer. Mais je tins bon. « Parce que tu as laissé ta femme m'humilier devant tous. Parce que tu n'as pas levé le petit doigt pour celle qui a bâti ton confort pierre après pierre, dans le silence et l'amour. Parce que ce soir-là, tu as choisi de ne pas me voir. Alors désormais, je vous rendrai cette cécité. Je vous retire ce que vous n'avez jamais vu. » Le silence était lourd, glacial. Camille détourna le regard. Elle savait. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne irréversible. Élise, restée jusque-là muette, prit la parole. « Je suis là pour m'assurer que ce qui arrive sera connu. Je refuse que ma grand-mère redevienne invisible. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans cette pièce saturée de rancune. Je me levai, enfilai mon manteau et conclus : « Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous avez délié le nœud. Vous ne méritez plus ce qui était mien. » Nous sommes sortis, Élise et Maclien, moi, laissant derrière nous un fils détruit, une femme effondrée et un monde qui s'effritait. Mais dehors, dans l'air vif du printemps bordelais, je respirais enfin, pour la première fois depuis des années. En quittant le cabinet de Maître Lemoine, je ressentis un étrange vertige, comme si mes jambes n'étaient plus tout à fait à moi. J'avais l'impression d'avoir rompu un pacte secret que je m'étais moi-même imposé. Celui de la mère silencieuse, indulgente, celle qui protège envers et contre tout. Élise marchait à mes côtés, sans rien dire. Je savais qu'elle était partagée entre la fierté et la tristesse. Je lui ai proposé que nous allions marcher un peu. Nous avons pris les quais de la Garonne, là où la ville se déploie, majestueuse et pourtant pleine de blessures cachées, comme moi. Au loin, le pont de pierre découpait l'horizon et les façades des immeubles XVIIIe se reflétaient dans l'eau paisible. Bordeaux avait toujours été une ville de façades. On y expose le beau, le noble, mais derrière les portes closes, on y cache les misères et les hontes. Je pris la main d'Élise, doucement. « Tu sais, je ne voulais pas que cela finisse ainsi, mais parfois, quand on est effacé, on n'a plus le choix que de hurler autrement. » Elle me serra la main sans parler. Je repensais à toutes ces années. La jeunesse d'Édouard, que j'avais voulu brillante, les études d'architecture que je lui avais offertes sans qu'il le sache vraiment, les droits d'inscription, les loyers à Paris, tout était venu de mes investissements. Je me souvenais de la petite maison que j'avais achetée et revendue au bon moment pour financer ses débuts. Il avait grandi avec l'illusion d'un destin tracé, alors que j'avais pavé chaque pas de sa route. Mais peut-être avais-je mal fait. Peut-être que mon silence lui avait appris le mépris de ce qui ne se voit pas. Un SMS interrompit mes pensées. C'était Maître Lemoine. Ils vous proposeront une entrevue en privé, entrevue en privé. Je pense qu'ils cherchent un consigne à négocier pour sauver les meubles. Vous avez le temps de réfléchir. Je rangeai mon téléphone. Ils veulent pas m'acheter à nouveau, dis-je à Élise. Tu ne vas pas accepter ? Demanda-t-elle, inquiète. Je ne sais pas encore, mais je ne leur vendrai pas ce que j'ai reconquis. Pas comme ça.
Nous sommes restés un moment à regarder les péniches glisser sur la Garonne. Le vent apportait les senteurs mêlées de l'eau et du bois, une odeur familière qui me rappelait les marchés de mon enfance. Je repensais à mon père, un homme rude, viticulteur dans le Libournais, qui m'avait appris la valeur de la terre et du labeur. Il m'avait toujours dit: on ne laisse jamais quelqu'un fouler sa terre sans y avoir été invité. Sinon, c'est qu'on n'en est plus maître. Cette phrase résonnait désormais comme un avertissement tardif. En rentrant chez moi, je trouvai une lettre dans la boîte aux lettres. Une lettre d'Édouard. Pas un mail, pas un SMS. Une lettre écrite à la main. Je montai les escaliers avec le cœur lourd et la glissai sur mon bureau sans l'ouvrir tout de suite. Je la regardai, posée là comme un serpent enroulé. Après plusieurs minutes, je finis par la décacheter. « Maman, je ne sais par où commencer. Je t'ai laissée seule face à Camille et je n'ai rien dit. Je ne sais pas pourquoi. Par lâcheté, peut-être. Par peur de l'affronter, sûrement. Je croyais que ton silence était un choix, une façon de ne pas déranger. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était une armure. Je suis prêt à discuter. Camille est prête à s'excuser, sincèrement. Je ne veux pas te perdre. Je t'en supplie, reviens me parler. Ton fils, Édouard. » Je relus la lettre plusieurs fois. Les mots vibraient entre sincérité et panique. Mais quelque chose en moi restait méfiant. Je posai la lettre à côté du carnet où j'avais écrit, quelques jours plus tôt, « Il est temps qu'ils sachent à qui ils doivent tout. » Peut-être que le temps n'était pas encore venu de clore le chapitre. Je décidai d'attendre, car je savais que ce n'était là que la première lettre et qu'après les lettres viennent les actes. J'ai laissé la lettre sur mon bureau, entre deux dossiers jaunis par le temps. Je n'avais pas la force de répondre tout de suite. Je relisais parfois la signature maladroite d'Édouard, comme si ces quelques lettres incertaines pouvaient raviver une complicité perdue. Mais la gifle de Camille, son regard, ses mots, tout cela me revenait comme une marée acide qui me piquait la peau. Je savais qu'une simple lettre ne suffirait pas à effacer l'indignité. Pas à mon âge. Pas après tout ce que j'avais offert. 2 jours plus tard, Bordeaux semblait avoir tout appris. La presse locale avait relayé l'affaire. Sud-Ouest, bien sûr, mais aussi des médias plus généralistes. Les articles s'empilaient, les titres rivalisaient d'ironie. Le prestige des Dumas bâti sur des secrets de famille. L'architecte brillant et la belle-fille détestaient la chute d'un couple bordelais. Je n'étais pas naïve. Le public adore les success stories qui s'effondrent. Camille, issue d'une famille connue de la bourgeoisie bordelaise, ne pouvait plus paraître dans les cercles mondains sans attirer les regards, les sourires en coin. La bourgeoisie pardonne beaucoup, sauf l'humiliation publique. Édouard, lui, avait perdu un gros contrat. Un hôtel particulier qu'il devait rénover pour un industriel du vin. Le client, paraît-il, ne voulait pas être associé à un homme incapable de gérer les siens. Une formule que le moine me rapporta avec un sourire discret. Maître Lemoine m'avait d'ailleurs appelé ce matin-là. « Geneviève, ils veulent une entrevue officielle. Pas une lettre, pas un appel. En face à face, chez moi. Avec leur avocat présent. Ils veulent m'acheter à nouveau, Charles. Peut-être. Mais tu as les cartes. Ils n'ont plus rien pour faire illusion. C'est toi qui décides. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis je me suis levée et regardé Bordeaux par la fenêtre. Les toits d'ardoise, les façades de pierre dorée, le fleuve lent. Cette ville, je l'avais vue changer, grandir, prospérer. J'avais contribué à ce paysage à ma manière, dans l'ombre. Mais désormais, je voulais être le centre, ne serait-ce qu'une fois. Dis-leur que j'accepte. Mais Élise sera là. Et vous aussi, bien sûr. Quand j'ai raccroché, je suis restée un moment à contempler mon reflet dans la vitre. Mon visage ridé, mes cheveux argentés noués simplement. J'avais vieilli, oui, mais j'étais là, debout, inébranlable.
Ce même soir, Élise était venue dîner chez moi. Elle avait apporté un plat qu'elle avait préparé elle-même, une tentative maladroite mais touchante de me faire plaisir. Une daube de bœuf, un peu trop salée, mais pleine de bonnes intentions. « Mamie, tu es sûre de vouloir les voir ? » ?»« Oui, il le faut. » »« Ce ne sont pas seulement des affaires d'argent, Élise. C'est une affaire de dignité. Je ne veux pas mourir avec ce goût amer en bouche. » Elle me regarda avec ses grands yeux attentifs. « Je viendrai avec toi. Et je filmerai s'il le faut. » J'ai ri doucement. « Pas besoin. Leur honte suffira sans caméra. Mais ta présence, ça me donnera la force. » Je passai une main dans ses cheveux. Elle avait hérité de la couleur de son père, mais elle avait mon front haut et obstiné. Tu sais, Élise, je me suis souvent demandé pourquoi je m'étais effacée si longtemps. Par amour? Oui, mais aussi par peur. Peur de n'être plus rien si je cessais de donner. Ce n'est que maintenant que je comprends. On ne donne pas pour être aimé. On donne pour construire. Mais si on ne se construit pas soi-même, on finit oublié. Elle hocha la tête émue. Tu t'es construite, mamie, mais ils n'ont jamais ouvert les yeux. Je déposai une bise sur sa tempe. Alors il est temps de les leur ouvrir de force. Le rendez-vous était fixé pour le surlendemain, en fin de matinée. Je savais que je n'allais pas y retrouver un fils repentant, ni une belle-fille brisée. Je savais que ce serait une bataille, un dernier duel sous les lambris d'un cabinet bordelais. Mais cette fois, j'étais prête. Et Bordeaux allait bientôt comprendre que la vieille Geneviève Dumas n'avait pas encore dit son dernier mot. Le jour de la rencontre, je me suis habillée avec soin. Pas pour eux, mais pour moi. Un tailleur bleu nuit que je n'avais pas porté depuis les obsèques de ma sœur cadette. Sobre mais élégant. Mes cheveux bien tirés en chignon, un rouge discret sur les lèvres. Je voulais que, lorsque j'entrerai dans cette pièce, il n'y ait aucune hésitation sur ma stature. Celle d'une femme qu'on ne balaie pas d'un revers de main. Élise était là, ponctuelle, une main légère sur mon bras. Elle portait une robe simple, un manteau clair. Elle savait que son rôle était moins celui d'une alliée que celui d'un témoin. Elle l'acceptait avec gravité. Nous sommes arrivés ensemble rue Esprit-des-Lois, devant la porte austère du cabinet de Maître Lemoine. À l'intérieur, tout était feutré, les boiseries sombres, les odeurs de cuir et de papier ancien. Dans la salle de réunion, Édouard et Camille nous attendaient déjà. Camille avait choisi le noir, un tailleur impeccable, col de soie relevé, les traits tirés mais le port altier. Elle jouait la dignité bafouée, mais ses mains nerveuses, crispées sur son sac, la trahissaient. Édouard, lui, semblait plus vieux encore que la dernière fois. Cernes creusées, barbe mal rasée, le regard fuyant. Pourtant, quand je suis entrée, il a essayé de me sourire. Un sourire triste, faible. Leur avocat était là aussi, un jeune aux lunettes fines, l'air d'un étudiant qui s'apprête à défendre sa thèse. Maître Lemoine prit la parole. Madame Dumas a consenti à cette rencontre. Je vous invite donc à dire ce que vous avez à dire. Mais je vous rappelle que rien n'inversera les démarches déjà engagées. Édouard m'adressa enfin la parole. Maman, je ne suis pas venue pour contester ce que tu as fait, mais je veux comprendre. Pourquoi avoir été jusqu'à l'humiliation publique? Nous aurions pu discuter. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand, Édouard? Avant ou après que ta femme me gifle devant des étrangers? Ou quand tu es resté là, les bras ballants, comme un enfant qui ne sait pas défendre sa mère? Camille prit la parole, la voix acide. Ce n'était qu'un geste, Geneviève. Peut-être déplacé, oui. Mais fallait-il ruiner notre vie pour ça? Je la coupai net. Ce n'était pas qu'un geste, c'était une sentence. Vous avez décidé que je n'avais plus de place dans votre monde. Très bien. Alors je vous retire le monde que je vous ai bâti. Elle pâlit légèrement, mais se raidit. Vous croyez que la presse vous rendra justice? Bordeaux a la mémoire courte. Je souris. Je ne cherche pas la justice de la presse, mais la vérité, et cela
Croyez-moi, Bordeaux adore s'en repaître. Vous avez perdu ce qui fait votre force ici, la façade. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Édouard se frotta le visage, épuisé. Maman, je suis désolée. Pour tout. Pour ne pas avoir parlé, pour ne pas avoir vu. Mais ce que tu fais, c'est aussi me priver de tout ce que tu as construit pour moi. Je sentis une douleur sourde monter en moi, mais je la maîtrisais. C'est vrai. Mais ce que je t'ai donné, tu n'as jamais cherché à en connaître la source. L'amour ne suffit pas quand il devient invisible. Moi aussi, j'ai besoin d'exister. Il baissa la tête. Camille, elle, restait droite, orgueilleuse. Elle croyait encore que tout cela finirait par s'arranger, qu'il suffirait de trouver une parade sociale. C'est alors qu'Élise prit la parole d'une voix claire et assurée. « Vous ne l'avez pas seulement giflée, Camille, vous l'avez réduite à rien. Et moi, je refuse que ma grand-mère meure un jour sans que le monde sache ce qu'elle est, la fondation même de votre empire. » Son courage me fit monter les larmes aux yeux, mais je restai digne. Ce n'est pas l'argent que je veux, c'est le respect. Vous avez tout perdu quand vous avez cru que j'étais déjà morte. Maître Lemoine conclut d'un ton tranchant. Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous allez devoir apprendre à vivre sans le soutien de Madame Dumas. Vous pourrez toujours rebâtir, mais seul. Le silence fut glacial. Nous nous sommes levés, Élise et moi. Camille fixait la table. Édouard, lui, pleurait. Silence, le visage enfoui dans ses mains. En quittant la pièce, Élise me serra doucement le bras. « Tu as été magistrale, mamie. » Mais en moi, un vide immense s'ouvrait. Car derrière la victoire, il y avait ce constat amer. J'avais dû écraser une partie de ce que j'aimais pour redevenir visible. Et je savais que ce n'était pas fini. En rentrant chez moi, après cette confrontation qui avait eu des allures de tribunal silencieux, je me suis sentie plus fatiguée que jamais. Ce n'était pas le corps qui me faisait défaut, mais l'âme. Une lassitude profonde, celle qu'on ressent après avoir brûlé les derniers ponts qu'on espérait sauver. Élise m'a raccompagnée jusqu'au seuil de mon appartement, mais elle a compris que j'avais besoin d'être seule. Avant de partir, elle m'a embrassée sur la joue, avec cette tendresse précautionneuse que seuls les jeunes savent offrir aux anciens quand ils perçoivent la fragilité sous la carapace. Je suis fière de toi, mamie. Et je suis là, tu sais. Elle a disparu dans l'escalier, et moi je suis restée là, la clé encore dans la main, à observer l'ombre de la porte entr'ouverte. Chez moi, tout semblait inchangé. Les meubles cirés, les photos anciennes, les rideaux que j'avais cousus moi-même des années plus tôt. Mais quelque chose avait bougé en moi, comme si une pièce essentielle de mon existence venait de se détacher, de s'effriter. Je suis allée m'asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je lisais parfois, mais où, bien souvent, je restais juste à observer la ville, les quais, la Garonne lente et majestueuse. Le printemps bordelais avait une douceur particulière. Les premiers bourgeons éclosaient, l'air était tiède, et pourtant, ce soir-là, tout me semblait gris. J'ai repensé à Bernard. Que penserait-il de moi s'il me voyait ainsi, seul, fier mais blessé ? Il était l'homme du compromis, du consensus. Moi, je n'avais jamais su plier sans rompre. Je l'ai revu le jour où nous avions acheté notre première parcelle à Pessac. Une terre ingrate, mais il avait dit « La terre ne ment pas, Geneviève. Elle te rend ce que tu lui donnes. » Et moi, qu'avais-je semé ? De l'amour, oui, mais aussi du silence, du renoncement. Je croyais protégée, mais j'avais érigé des murs invisibles. Mon regard s'est posé sur la lettre d'Édouard, toujours là, sur mon bureau. J'ai relu son écriture maladroite, ses mots de contrition. Je savais que sa douleur était sincère, mais était-elle profonde ? Édouard m'adressa enfin la parole. « Maman, je ne suis pas venue pour contester ce que tu as fait, mais je veux comprendre. Pourquoi avoir été jusqu'à l'humiliation publique ? Nous aurions pu… » discuter. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Quand, Édouard ? Avant ou après que ta femme me gifle devant des étrangers ? Ou quand tu es resté là, les bras ballants,
comme un enfant qui ne sait pas défendre sa mère. Camille prit la parole, la voix acide. Ce n'était qu'un geste, Geneviève. Peut-être déplacé, oui, mais fallait-il ruiner notre vie pour ça? Je la coupai net. Ce n'était pas qu'un geste, c'était une sentence. Vous avez décidé que je n'avais plus de place dans votre monde. Très bien. Alors je vous retire le monde que je vous ai bâti. Elle pâlit légèrement, mais se raidit. Vous croyez que la presse vous rendra justice? Bordeaux a la mémoire courte. Je souris. Je ne cherche pas la justice de la presse, mais la vérité. Et cela, croyez-moi, Bordeaux adore s'en repaître. Vous avez perdu ce qui fait votre force ici, la façade. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Édouard se frotta le visage épuisé. Maman, je suis désolée. Pour tout. Pour ne pas avoir parlé, pour ne pas avoir vu. Mais ce que tu fais, c'est aussi me priver de tout ce que tu as construit pour moi. Je sentis une douleur sourde monter en moi, mais je la maîtrisais. C'est vrai. Mais ce que je t'ai donné, tu n'as jamais cherché à en connaître la source. L'amour ne suffit pas quand il devient invisible. Moi aussi, j'ai besoin d'exister. Il baissa la tête. Camille, elle, restait droite, orgueilleuse. Elle croyait encore que tout cela finirait par s'arranger, qu'il suffirait de trouver une parade sociale. C'est alors qu'Élise prit la parole d'une voix claire et assurée. « Vous ne l'avez pas seulement giflée, Camille, vous l'avez réduite à rien. Et moi, je refuse que ma grand-mère meure un jour sans que le monde sache ce qu'elle est. La fondation même de votre empire. » Son courage me fit monter les larmes aux yeux, mais je restai digne. Ce n'est pas l'argent que je veux, c'est le respect. Vous avez tout perdu quand vous avez cru que j'étais déjà morte. Maître Lemoine conclut d'un ton tranchant. Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous allez devoir apprendre à vivre sans le soutien de Madame Dumas. Vous pourrez toujours rebâtir, mais seul. Le silence fut glacial. Nous nous sommes levés, Élise et moi. Camille fixait la table. Édouard, lui, pleurait. Silence, le visage enfoui dans ses mains. En quittant la pièce, Élise me serra doucement le bras. « Tu as été magistrale, mamie. » Mais en moi, un vide immense s'ouvrait. Car derrière la victoire, il y avait ce constat amer. J'avais dû écraser une partie de ce que j'aimais pour redevenir visible. Et je savais que ce n'était pas fini. En rentrant chez moi, après cette confrontation qui avait eu des allures de tribunal silencieux, je me suis sentie plus fatiguée que jamais. Ce n'était pas le corps qui me faisait défaut, mais l'âme. Une lassitude profonde, celle qu'on ressent après avoir brûlé les derniers ponts qu'on espérait sauver. Élise m'a raccompagnée jusqu'au seuil de mon appartement, mais elle a compris que j'avais besoin d'être seule. Avant de partir, elle m'a embrassée sur la joue, avec cette tendresse précautionneuse que seuls les jeunes savent offrir aux anciens quand ils perçoivent la fragilité sous la carapace. Je suis fière de toi, mamie. Et je suis là, tu sais. Elle a disparu dans l'escalier, et moi je suis restée là, la clé encore dans la main, à observer l'ombre de la porte entr'ouverte. Chez moi, tout semblait inchangé. Les meubles cirés, les photos anciennes, les rideaux que j'avais cousus moi-même des années plus tôt. Mais quelque chose avait bougé en moi, comme si une pièce essentielle de mon existence venait de se détacher, de s'effriter. Je suis allée m'asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je lisais parfois, mais où, bien souvent, je restais juste à observer la ville, les quais, la Garonne lente et majestueuse. Le printemps bordelais avait une douceur particulière. Les premiers bourgeons éclosaient, l'air était tiède, et pourtant, ce soir-là, tout me semblait gris. J'ai repensé à Bernard. Que penserait-il de moi s'il me voyait ainsi, seul, fier mais blessé? Il était l'homme du compromis, du consensus. Moi, je n'avais jamais supplié sans rompre. Je l'ai revu le jour où nous avions acheté notre première parcelle à Pessac. Une terre ingrate, mais il avait dit « La terre ne ment pas, Geneviève. Elle te rend ce que tu lui donnes. » Et moi, qu'avais-je semé? De l'amour, oui, mais aussi du silence, du renoncement.
Je croyais protégée, mais j'avais érigé des murs invisibles. Mon regard s'est posé sur la lettre d'Édouard, toujours là, sur mon bureau. J'ai relu son écriture maladroite, ses mots de contrition. Je savais que sa douleur était sincère, mais était-elle profonde? Car devenir une légende, c'est aussi accepter de n'être plus qu'un récit dans la bouche des autres. Et moi, je voulais encore être plus qu'un récit. Je voulais redevenir une femme, une mère, une grand-mère, mais je savais que cela ne dépendrait pas que de moi. L'article parut 3 jours plus tard. Une pleine page dans Sud-Ouest avec une photo de moi prise lors de l'entretien, en noir et blanc. Le titre claquait comme une provocation. Geneviève Dumas, l'ombre derrière la lumière, la matriarche invisible de Bordeaux. Le journaliste avait bien fait son travail. Il y avait mon histoire, mes sacrifices, mes investissements habiles, la discrétion volontaire derrière les succès de mon fils. Et surtout, cette phrase qu'il avait choisie comme chute. On ne bâtit pas une maison sans fondation, et les fondations, personne ne les regarde, jusqu'à ce qu'elles se fissurent. Je reçus des dizaines de messages. Des anciens partenaires d'affaires, des connaissances lointaines, même des femmes que je ne connaissais pas, mais qui m'écrivaient pour me dire qu'elles se reconnaissaient dans mon effacement, dans mon besoin de reparaître au grand jour. Mais au-delà de ces hommages discrets, ce fut Bordeaux qui changea de regard. Dans la rue, certains m'interpellaient. « C'est vous, la dame du journal ?»« Quelle histoire, madame, quelle leçon ?» Dans les cafés, les discussions allaient bon train. Camille était devenue la femme honnie, celle qui avait osé humilier la vieille dame respectable, la bienfaitrice cachée. Le tribunal social, impitoyable à Bordeaux, lui fermait peu à peu toutes les portes. On ne l'invitait plus aux réceptions, ses amis de façade prenaient leur distance. Édouard, lui, ne sortait plus. Son image était écornée, ses clients frileux. Maître Lemoine m'apprit que plusieurs investisseurs s'étaient retirés de ses projets par crainte de se retrouver éclaboussés par le scandale. Mais ce fut Élise qui, un soir, m'apporta la nouvelle que je n'attendais plus. Elle était passée me voir après ses cours, les bras chargés de viennoiseries, comme pour adoucir ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Mamie, papa m'a appelée. » Je la regardai sans mot dire. « Il voudrait te voir, pas pour l'argent. Il a dit qu'il voulait te parler, te revoir, rien que ça. » Je restai interdite. J'avais tant rêvé de ce moment, tant de fois imaginé ses excuses. Et pourtant, maintenant que l'occasion se présentait, une part de moi résistait. « Et Camille ?» demandai-je, le ton sec malgré moi. « Elle n'est plus là. Elle est retournée chez ses parents. Paraît qu'elle ne supportait plus Bordeaux. Elle dit que la ville entière la crache au visage. » Je soupirai longuement. Une lassitude immense m'envahissait. « Je ne veux pas d'une scène de larmes, Élise, ni de repentir de façade. » Alors dis-lui, mais va le voir. S'il reste encore une chance de retrouver quelque chose, même un fil, tu dois au moins essayer. Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais l'admettre. Où veut-il me voir? Il propose de venir ici, chez toi. Il dit qu'il n'a plus envie de faire semblant ailleurs. Je hochai la tête, vaincu par une curiosité que je croyais éteinte. Dis-lui de venir demain. À 17h, Élise sourit soulagée. Le lendemain, je préparais mon appartement comme on prépare un champ de bataille après l'armistice. Avec soin, mais sans illusion. J'avais sorti de vieux albums, des objets que Bernard aimait. Une tentative naïve de convoquer les fantômes qui pourraient nous rappeler, à Édouard et moi, d'où nous venions. À 17h, précise, on frappa à la porte. J'ouvris. Édouard était là, fatigué, vieilli, les traits tirés. Mais ses yeux étaient ceux du petit garçon qui venait me chercher dans la cuisine pour me dire qu'il avait peur de l'orage. Il resta un moment silencieux, puis il dit « Je suis là, maman. Je suis venu te retrouver. » Et moi, pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose fondre en moi. Pas du pardon encore, mais une fissure dans le mur que j'avais bâti.
Je m'écartai. Entre. Il est temps qu'on parle. Il entra, hésitant, comme s'il redécouvrait les lieux, comme si les meubles, les tapis et les cadres lui apparaissaient sous un autre jour. Cela faisait des années qu'il n'avait pas mis les pieds ici. J'ai refermé la porte derrière lui, puis je l'ai regardé, sans bouger, sans dire un mot. Je voulais voir ce qu'il ferait, ce qu'il oserait dire en premier. Il avança de quelques pas, contemplant les photos accrochées au mur. Bernard, moi, lui enfant sur la plage du Cap Ferret. Je me souvenais pas que cette maison était si pleine de souvenirs, murmura-t-il. Je restai silencieuse. Ce n'était pas le moment de l'aider, ni de lui tendre une perche. Je voulais qu'il aille jusqu'au bout de sa propre volonté. Il finit par s'asseoir dans le vieux fauteuil que Bernard adorait. Je l'observais, lui si élégant autrefois, affaibli par la honte et l'abandon. « Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il en relevant les yeux vers moi. Je ne sais même pas si tu as envie de m'écouter. Alors pourquoi es-tu venu ?» Il inspira profondément. « Parce que je ne peux plus vivre avec cette image de moi-même. Parce que je me rends compte que j'ai laissé Camille devenir la voix de notre couple, de ma vie. Je me suis laissé gouverner, modeler, transformer en un homme que je ne reconnais plus. » Ses yeux brillaient légèrement. Je n'en tirais aucune satisfaction. Ce soir-là, quand elle t'a giflé, je suis restée paralysée. Pas par approbation, par faiblesse. J'ai eu honte sur le moment. Mais surtout, j'ai eu peur qu'en te défendant, je doive aussi me défendre de tout ce que Camille avait déjà imposé chez nous. Je me suis tue. Et depuis, ton silence me dévore. Je restais impassible. Tu es venu chercher mon pardon, alors ? Il secoua la tête. Je suis venu te demander comment te le mériter, ce pardon-là. Il baissa les yeux, puis murmura. Je croyais être un homme accompli, un architecte respecté, un mari brillant. Mais sans toi, tout s'effondre. Parce que tout ce que je suis venait de toi, de ce que tu avais bâti en silence. Et moi, je n'ai même pas eu la décence de le reconnaître. Il avait la voix brisée. Je ne l'avais jamais vu si nu, si désarmé. Je suis restée là, droite, digne, mais une brèche s'ouvrait en moi. Tu sais, Édouard, je n'attends pas des larmes, pas de toi. Ce que je veux, c'est que tu comprennes enfin la valeur de ce que l'on donne sans qu'on le dise. Je veux que tu comprennes que si je t'ai tout donné, ce n'était pas pour que tu me réduises à une vieille femme de trop à ta table. Il releva la tête, les yeux rouges. Je le comprends. Trop tard peut-être, mais je le comprends et je veux réparer. Je m'assis en face de lui. Mes mains étaient crispées sur les accoudoirs. Tu ne pourras pas réparer avec des mots, mais si tu veux commencer, il faudra que tu changes, que tu reprennes ta vie, que tu reconstruises, mais cette fois avec l'humilité de ceux qui savent à qui ils doivent leur fondation. Il hocha la tête lentement. Je le ferai. Je ne veux plus être cet homme qui a laissé sa mère partir dans la nuit après une gifle. Nous sommes restés là un long moment, sans parler. Le poids des années, des regrets, des silences s'étalaient entre nous comme un drap trop lourd. Puis il s'est levé. Je ne te demande pas de me reprendre dans ta vie tout de suite, mais je reviendrai, aussi longtemps qu'il faudra. Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai cru voir l'enfant que j'avais élevé, pas l'homme modelé par Camille. Avant de partir, il s'est retourné, debout sur le seuil. Merci de m'avoir laissé entrer. Quand la porte s'est refermée, je suis restée seule, les yeux fermés, le souffle court. Je savais que rien n'était réglé. Mais peut-être qu'un chemin existait encore. Un sentier étroit, fragile mais existant. Il ne tenait qu'à lui de le parcourir. Les jours qui suivirent cette rencontre furent étranges. Ni tout à fait lourds, ni vraiment légers. C'était comme si l'air autour de moi avait changé de densité, comme si ma maison elle-même retenait son souffle, attentive à un possible retour. Édouard ne rappela pas immédiatement, et je ne fis rien pour hâter les choses. Je voulais voir s'il parlait par habitude ou s'il agirait par conviction.
La patience, je l'avais apprise toute ma vie. Mais moi aussi, je devais faire un pas, même infime, pour ne pas m'ensevelir sous les couches de solitude que j'avais tant de fois acceptées comme une évidence. Je passais mes matinées à écrire. Dans un vieux carnet en cuir, j'essayais de raconter non pas ce que j'avais perdu, mais ce que j'avais été. Ma jeunesse, Bernard, l'achat de notre première vigne à Pessac, les premières pierres posées dans notre vie commune. Puis sa mort, la chute brutale, et cette ascension muette que j'avais entreprise seule, dans les couloirs poussiéreux des banques, des cabinets de notaires, des agences immobilières. Je revivais ces moments, et dans cette écriture, je découvrais que j'avais bâti plus que des immeubles ou des fortunes. J'avais bâti ma propre résistance pierre après pierre au prix de mon effacement. Et pourtant, je n'avais jamais appris à vivre pour moi. Un après-midi, alors que je venais de refermer mon carnet, Élise est arrivée, souriante mais soucieuse. « Mamie, papa voudrait te revoir, mais ailleurs. Il m'a demandé si tu accepterais de venir à l'atelier. » Le sien. Je fus surprise. « Son atelier ? » ? Oui. Là où il conçoit ses projets, ses maquettes, il dit qu'il veut te montrer ce qu'il fait. Te montrer vraiment. Cette demande me troubla plus que je ne voulais l'avouer. Je n'étais pas retournée dans son univers depuis des années. Mais je compris que c'était là un effort sincère, une tentative de m'inviter dans ce qu'il avait construit. Sur mes fondations. Très bien. Dis-lui que je viendrai. Le rendez-vous fut fixé au vendredi suivant, en fin de matinée. Le jour venu, Élise insista pour m'accompagner jusqu'à l'atelier. Il était situé près des Chartrons, dans un ancien entrepôt rénové, au milieu de ces quartiers bordelais, où l'ancien commerce du vin laissait désormais place aux galeries d'art et aux ateliers de créateurs. Quand je suis entrée, l'odeur de bois, de colle, de papier et de crayon me sauta au visage. Des maquettes en carton et en balsa parsemaient les tables, aux côtés de plans étalés et de carnets ouverts. Édouard était là, seul, dans une blouse grise, un crayon à l'oreille. Il s'avança vers moi, maladroit, comme un fils qui revoit une mère après un trop long silence. « Merci d'être venue, maman. » Je regardais autour de moi. Le lieu était beau, vivant, un peu en désordre, mais cela lui donnait une âme. Je voulais te montrer ce que je faisais vraiment, ce que je suis quand je ne fais pas semblant. Il me montra une maquette. Un projet de réhabilitation d'une vieille chartreuse en hôtel écologique. Ce projet, je l'ai dessiné en pensant à toi, à ta façon de restaurer, de préserver ce qui peut l'être sans le dénaturer. Je passai la main sur le bois lisse de la maquette. Un frisson me parcourut. « C'est beau, murmurai-je. » Il sourit, soulagé. « Je veux que tu sois fière, pas pour racheter mes fautes, mais parce que sans toi, je n'aurais jamais appris à voir la beauté dans ce qui est ancien, dans ce qui porte encore les marques du passé. » Je restai silencieuse. Mais au fond de moi, quelque chose cédait. « Tu as failli me perdre à jamais, Édouard. » Il baissa les yeux. « Je sais. Mais si tu me laisses une chance, juste une, je veux reconstruire. Et pas seulement des maisons. » Je regardais Élise, debout près de la porte, témoin discret de cette réconciliation en chantier. Je sentis alors que peut-être nous pouvions ensemble rebâtir quelque chose. Pas une maison, une famille. Quand je suis rentrée chez moi après cette visite à l'atelier, je suis restée longtemps immobile dans mon salon, le manteau encore sur les épaules. Je contemplais le vide, mais en moi quelque chose avait bougé, une sorte de soulèvement intérieur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas encore du pardon, mais ce n'était plus seulement de la rancune. Je repensais aux mains d'Édouard, ses gestes précis sur les maquettes, son regard enfin tourné vers moi, sans filtre, sans fierté mal placée. Il m'avait parlé comme un homme qui cherche à recoudre ce qui a été déchiré, pas comme un fils qui s'excuse pour soulager sa conscience. Et cela suffisait à entr'ouvrir une brèche. Le lendemain, je me suis installée à mon bureau.
J'ai repris mon carnet en cuir, mais cette fois, je n'ai pas écrit pour moi. J'ai rédigé une lettre. Pas un courrier de formalité. Une lettre comme on n'en écrit plus. À la main, avec soin, chaque mot pesé, chaque phrase traversée de ma vérité. Édouard, je t'ai vu hier dans ton atelier, et j'y ai vu l'homme que j'espérais encore trouver. Je ne te pardonne pas tout. Il faudrait bien plus que des mots ou des projets pour effacer les silences, les regards détournés, la trahison du sang. Mais je suis prête à t'accorder une chose plus précieuse, une chance. Une chance de reconstruire non pas une relation, mais une présence, une constance. Je veux te revoir, mais pas seule. Je veux qu'Élise soit là, car c'est elle qui nous a tendu la main. Et puis, je veux te parler de Bernard, de ce que tu as oublié de lui, ou peut-être jamais su. Tu portes son héritage sans le connaître. Il est temps que tu comprennes d'où tu viens. Alors viens, le dimanche prochain, ici, chez moi. Et viens sans phare, sans excuses préparées, juste toi, ta mère Geneviève. Je pliai la lettre, la glissai dans une enveloppe crème et la remis à Élise le soir même. Elle viendrait la déposer elle-même à son père. Elle insista. Je veux la lui donner en main propre. Il faut qu'il sache que tu ne l'as pas envoyée par obligation, mais par choix. J'acquiesçai. J'aimais que ma petite fille comprenne l'importance des gestes autant que des mots. Le dimanche suivant, à l'heure dite, on frappa à la porte. Quand j'ouvris, Édouard était là. Il n'était pas seul. Élise l'accompagnait, un peu en retrait, mais fière. Mon fils avait changé de visage. Il n'était plus ce fils prodigue qui revient par intérêt. Il avait les traits tirés, mais le regard franc, nu. Nous nous sommes embrassés. Pas un baiser affectueux, mais une accolade maladroite, pleine de cette gêne qu'on ressent quand les gestes tendres nous ont trop longtemps quittés. Je les fis entrer. J'avais préparé du café, des petits gâteaux, des choses simples. Mais surtout, j'avais sorti une vieille boîte en fer, celle où je conservais des souvenirs de Bernard. Lettres, photos, carnets, son maître pliant usé, ses notes griffonnées sur des papiers tachés de terre. Édouard les regarda avec une émotion que je n'avais jamais vue chez lui. « Je ne savais pas que tu avais gardé tout ça. Parce que tu n'avais jamais demandé. C'est le moment d'apprendre. » Nous avons parlé, longtemps. Je lui ai raconté Bernard, notre amour, nos projets, ses mains de maçon, son rire franc, ses rêves brisés. Élise écoutait, silencieuse, fascinée par ce grand-père qu'elle n'avait jamais connu autrement que par les photos. Quand la nuit est tombée sur Bordeaux, la ville était silencieuse. Mais en moi, quelque chose avait cessé de hurler. Avant de partir, Édouard me serra la main. « Merci, maman. Je reviendrai. Pas pour me faire pardonner, pour te connaître. » Enfin. Je fermai la porte derrière eux, puis je restai là, dans l'obscurité, les mains croisées sur mon ventre. Je savais que tout était encore fragile, que rien n'était réparé. Mais c'était un début. Et parfois, un début, c'est tout ce qu'il reste à espérer. Les jours ont repris leur cours, mais ils n'ont plus la même saveur. Quelque chose s'est réinstallé dans ma maison, un souffle nouveau, presque imperceptible, mais bien réel. Un frémissement d'existence, comme une vigne que l'on croyait morte et qui pourtant, au printemps, sentait à bourgeonner. Édouard vient désormais chaque dimanche. Pas toujours longtemps, pas toujours à l'aise. Mais il vient. Parfois avec Élise, parfois seul. Il a cessé de chercher des mots pour combler les silences. Il s'assoit, il écoute, il regarde les photos, il me pose des questions sur Bernard, sur moi, sur ce que fut notre vie avant lui. Il découvre, lentement, que j'ai été autre chose qu'une mère sacrificielle. Un après-midi, il est arrivé avec une boîte sous le bras. À l'intérieur, une maquette, celle du projet qu'il m'avait montré dans son atelier. Mais cette fois, elle était plus achevée, plus précise. Je l'ai appelée la Fondation. Je veux que ce soit notre projet. Pas seulement pour un client, mais pour nous. Pour reconstruire quelque chose en partant de toi.
J'ai caressé du bout des doigts les contours délicats du bois, les petits murs, les jardins miniatures. J'ai souri sans dire un mot, mais mon cœur battait plus fort qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Camille. Je n'entends plus parler d'elle. Elle est retournée vivre chez ses parents dans une demeure austère de Saint-Émilion. La bourgeoisie bordelaise l'a mise à l'écart, poliment mais fermement. On ne pardonne pas à ceux qui souillent les figures honorables, fussent-elles longtemps invisibles. Quant à moi, je suis devenue malgré moi une sorte de figure locale. On me reconnaît dans la rue. On me salue. On me demande parfois conseil sur un bien à acquérir, un quartier qui se transforme. Cela m'amuse. Moi qui avais passé ma vie dans l'ombre, je deviens une légende, une matriarche comme ils disent. Mais je refuse d'être réduite à un mythe. Je suis Geneviève. Une femme, une mère, une grand-mère. Une femme qui s'est battue pour ne pas mourir ignorée. Parfois, en fin de journée, je vais marcher sur les quais de la Garonne. Le fleuve est comme calme en surface mais profond, indéchiffrable. Je m'arrête souvent devant les péniches et je regarde la lumière tomber sur les façades de pierre. Je pense à Bernard, à ce qu'il dirait s'il voyait tout cela. Peut-être qu'il me dirait que je suis restée debout, que malgré les gifles, les trahisons, les silences, j'ai tenu bon. Je repense aussi à cette phrase qu'il aimait tant. On ne connaît jamais vraiment la force d'une femme jusqu'au jour où elle refuse de disparaître. Aujourd'hui, je ne disparais plus. Je suis là. Et quand je regarde Élise rire, poser des questions, s'impliquer, je sais que la lignée ne s'est pas éteinte. Je lui ai tout transmis, même si je ne l'ai pas fait à la façon des familles riches. Je lui ai donné la seule chose qui compte, la mémoire et le droit d'exister à voix haute. Alors quand je rentre chez moi, que je referme la porte sur la nuit bordelaise, je sais que je ne suis plus seule, ni invisible, et que l'histoire, notre histoire, reste à écrire encore.